Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. De retour dans Berkov dans tous ses états. Si vous voulez participer, poser une question, n'hésitez pas à appeler au 0826 300 300. Notre ligne vous est ouverte. Aujourd'hui, André Berkov reçoit Virginie Joron, députée européenne du groupe Patriotes pour l'Europe. Alors, on discutait avec Virginie Joron, effectivement, allez, j'allais dire tu as de boulevard. Non, c'est pas du boulevard, c'est sérieux, mais du sketch franco-français entre, effectivement, Thierry Breton, patronné par Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné, repatronné par Emmanuel Macron, et ce qui s'est passé. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, Virginie Joron, est-ce qu'on peut dire, franchement, que Ursula von der Leyen est la patronne et la queen, non pas la queen mom, enfin ou presque de l'Europe, enfin c'est elle qui décide. Oui, complètement. En plus, quand on compare les votes pour son investiture, effectivement, il y a eu 401 votes pour sur 720. Donc effectivement, elle a obtenu beaucoup plus de suffrages qu'au précédent mandat. Donc elle se sent renforcée. Elle voulait pas d'ombre dans son gouvernement de commissaire. Donc elle a exclu ceux qui avaient qui étaient un peu plus libres. Mais c'est une bonne politique, Virginie Joron, c'est une bonne politique parce que quand on regarde la composition, c'était assez habile ce qu'elle a fait. Je parle politiquement, non ? Oui, tout à fait. Elle défend ses intérêts. Après, le problème, c'est que nous, on défend les nôtres. On est quand même français avant d'être européens. Et donc, on défend nos intérêts. Donc, Emmanuel Macron s'est soumis à la volonté d'Ursula von der Leyen. Et donc, c'est plutôt cela qui est critiquable et qui est condamnable. En plus, en remettant quelqu'un qui a eu un bilan plutôt négatif durant cette précédente mandature. Oui, c'est elle qui gouverne. Et d'ailleurs, même ceux qui étaient hier, comme je l'ai dit, en conférence des présidents, où il y a un protocole, où il y a des traditions, où il y a un respect des institutions, notamment du Parlement et de la présidente, Madame Metsola, eh bien, effectivement, elle a même fait fi de ce protocole pour annoncer son collège de commissaires qu'elle avait obtenu. Mais rappelez-vous, Virginie Joron, deux fois le Parlement lui a demandé de se présenter pour parler des SMS et des contrats avec les laboratoires pharmaceutiques, elle a toujours refusé. Oui, alors du Parlement, excusez-moi, mais une poignée de députés qui voulaient avoir accès au contrat. Donc pas tout le monde. Moi, on faisait partie de ces députés, mais aucun député de la Macronie souhaitait avoir la transparence de ces contrats. D'ailleurs, ni les Républicains. Enfin, il y avait quelques députés, mais c'était pas la majorité des députés. Et c'est vrai qui ont demandé d'avoir accès à ces contrats qui engagent, encore une fois, jusqu'à 71 milliards d'euros de contrats d'achat de vaccins jusqu'en 2027. Donc ce sont des crédits qui sont toujours là, ici, en suspens. Donc on va effectivement continuer à suivre ce dossier. Et juste, j'en profite parce qu'en relisant le communiqué de presse de Madame von der Leyen, et c'est intéressant parce que ça fait partie du dossier de commission spéciale Covid, elle a créé un nouveau commissaire en charge de l'état de préparation et de la gestion de crise. C'est un autre portefeuille. Pour les futures pandémies à venir, quoi, c'est ça. Voilà. Et c'est donc un portefeuille nouveau qui se penchera sur la résilience, l'état de préparation et la protection civile. Elle fera donc tout pour gérer des crises et les aides humanitaires. Donc, s'entendre sous ce commissariat nouveau, effectivement, gestion de crise, donc c'est ouvert à tout. Donc, avec tout ce qu'on a vécu durant la crise Covid. Donc, voilà, ça, on sent que c'est la patte von der Leyen. Mais effectivement, le problème, pourquoi elle se sent aussi forte, c'est qu'effectivement, une majorité des parlementaires ont voté pour son investiture. Effectivement, nous, on a voté contre. Nous étions un bloc de 284, c'est quand même assez important, mais malheureusement pas assez majoritaire. Mais en revanche, nouvelle procédure à venir, c'est que ce collège de commissaires qu'elle a défini aujourd'hui, nous allons les avoir en audition durant un mois, où on aura effectivement ce ping-pong où il y a des questions-réponses. Ils vont devoir répondre à toutes les questions des députés. Et puis après, on va les investir ou pas. Je rappelle l'épisode de Sylvie Goulard. Effectivement, elle aussi était candidate d'Emmanuel Macron. Elle n'a pas obtenu la majorité du soutien des députés. Sylvie Goulard. Et donc, c'est pour cela que nous avons eu Thierry Breton. Donc, il va y avoir cette procédure d'audition au mois d'octobre. Et après, il y aura un vote. Voilà. Et après, il y aura un vote final. Et pour le coup, j'ai retrouvé les votes de la précédente mandature. Et effectivement, nous avions voté contre.
Et là aussi, ils avaient obtenu 461 votes pour à l'époque. Donc c'est pour cette raison qu'elle se sent aussi forte. Aussi, bien sûr, elle a la majorité. Elle... Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Gouverner, c'est prévoir, et elle prévoit. Revenons à ce couple assez bancal franco-allemand. Comment ça? C'était une surprise que l'Allemagne rétablisse les contrôles aux frontières dès lundi dernier, et pour 6 mois. C'est une surprise parce que c'est une surprise parce qu'effectivement, lors de la négociation du pacte des migrations, ils ont toujours soutenu cette législation, les Allemands du PPE. Ce qui est une surprise, et en fait pas, c'est en fait ils répondent à un sursaut électoral en Allemagne. Ouais. On l'a bien vu, il y a un sursaut électoral dans le sens où ils veulent plus un retour des frontières. Ils dénoncent la politique migratoire que l'Allemagne subit depuis 2015, et donc cette réalité les pousse à changer de cap, mais parce que ils ont peur de perdre des sièges, et là ils répondent effectivement à une réalité qui les pousse à changer de cap. Mais là aussi, il faut que prudence s'annonce, puisque dans le sens où d'un côté ils ont voté pour ce pacte, maintenant une réalité allemande où ils veulent restaurer les frontières. Maintenant, je verrai avec mes collègues si c'est appliqué ou si c'est juste un effet d'annonce. Ouais. Effectivement, ça pose question et ça remet en question toute cette stratégie du pacte des migrations, puisque c'est quelque chose qui a été voté et débattu ici au Parlement lors de la précédente mandature, et maintenant va être mis en place l'application de ce pacte des migrations. Donc c'est très bien que l'Allemagne recule. Nous ferons tour pour effectivement, avec notamment notre député Fabrice Légerie, qui était l'ancien directeur de l'agence Frontex. Il était au cœur du système, il a vu effectivement toutes ces problématiques. Donc pour nous, c'est pas du pain béni, mais en tout cas, ça répond à nous, à notre analyse sur ce problème de migration qui n'est pas jugulé, et surtout qui n'est pas choisi, et surtout où il n'y a qu'une porte ouverte, mais il n'y a pas de porte de sortie. Et donc effectivement, le cas de l'Allemagne, mais aussi le cas du Danemark, qui remet aussi en question eux aussi cette stratégie, eh bien, nous donne raison, mais on veut aller au-delà. Maintenant, on veut effectivement, comme je vous l'ai dit, l'application du pacte des migrations va être mise en œuvre pendant cette mandature. Donc, effectivement, on va travailler pour faire sauter au maximum de règles qui étaient en faveur de l'arrivée de cette politique Virginie Joron, en ce moment, il y a la Haye, le gouvernement des Pays-Bas sont en conflit avec Bruxelles sur l'immigration. Enfin, il y a une, je sais pas si il y a plusieurs États. Effectivement, le Danemark déjà lui, il s'était mis en retrait, donc c'est vrai qu'ils étaient protégés. Effectivement, vous faites bien de rappeler, le Pays-Bas aussi a subi la même réalité. Donc effectivement, il y a plusieurs États qui montent au créneau pour effectivement ne pas subir ce pacte des migrations, puisqu'effectivement cette problématique se réelle, en plus, qui se sont traduites par des résultats électoraux, puisque comme je vous l'ai dit, nous sommes maintenant le 3e groupe le plus important au sein du Parlement européen, 3e groupe après le PPE, les socialistes, et c'est vrai que cette réalité, les fait peur. Présente, d'accord. Voilà. Virginie Joron, parlons un peu, alors justement, on allait parler, parlons un peu liberté d'expression et information. Intéressant parce que Ursula von der Leyen avait dit qu'elle va spécialement s'occuper au cours de cette nouvelle mandature des fake news, de la désinformation, etc., etc. Elle n'en a pas peut-être tellement parlé hier. Elle a parlé d'autre chose. Elle a présenté effectivement la commission. Mais est-ce que là-dessus sa politique va être vraiment de continuer un peu, peut-être pas comme le faisait Thierry Breton, bien sûr, d'une autre manière, peut-être beaucoup plus diplomatique, la lutte contre que ce soit X, que ce soit les dissidents, que ce soit les gens qui ont une autre parole, etc. À votre avis, elle va être très en pointe là-dessus, sur cette offensive ? Alors, ce qu'il y a, c'est que cette semaine aussi, nous avions en débat encore le sujet de la régulation des plateformes numériques avec le fameux DSA que moi maintenant j'appelle plus le Digital Service Act. Vous l'appelez comment, vous ? Digital Surveillance Act. Donc c'est vrai que c'était encore en débat, mais aussi pour appuyer cette stratégie, puisque hier en débat, c'était comment faire pour juguler de plus en plus toutes ces plateformes qui finalement, pour eux, est un outil contre la démocratie. Et dans ce nouveau gouvernement de Madame Ursula von der Leyen, effectivement, il y a un commissariat qui va être en charge de suivre la démocratie. Ils utilisent, ça s'appelle la démocratie, justice et état de droit.
Donc ce commissariat sera sans doute chargé de suivre la mise en œuvre de ces réglementations. Il existait déjà ce commissariat ou pas? Non, il y avait effectivement sur la justice et l'état de droit, mais pas sur la démocratie. Et donc ils utilisent cette valeur que nous partageons pour lutter finalement contre la démocratie. C'est ça l'ironie du sort, parce que c'est ce qu'ils disaient hier dans les débats, qui sont très intéressants, c'est qu'ils nous disent qu'il faut protéger la démocratie et donc il faut lutter contre la désinformation, sans jamais définir ce que c'est la désinformation, sans jamais définir finalement le narratif, parce qu'en fait c'est le leur, et que dès que vous sortez du cadre de leur narratif, vous êtes effectivement dans la désinformation, dans les fake news. Et donc oui, effectivement, Madame von der Leyen continue son combat. Elle l'avait annoncé à Davos. C'était son première priorité, lutter contre la désinformation. Donc là, il y a une petite subtilité. Ils vont partager, ils vont disséminer le numérique, la démocratie, mais le résultat sera le même. Oui, la liberté d'expression est en danger. Et hier, ça a été rappelé lors de ce débat, puisqu'ils nous ont demandé effectivement d'aller encore plus loin dans les critiques, à aller plus loin, à poser des questions contre Telegram. Ah oui, à Telegram, revenir, oui, c'est ça. Et Telegram, oui, parce que Telegram, pour la petite histoire, ne rentre pas encore, parce qu'il y a plusieurs obligations dans le DSA. Les grandes plateformes doivent répondre à un cahier des charges très strict, dont Twitter, mais Telegram, puisqu'il n'a pas 45 millions d'utilisateurs, sort un peu du cadre où il y a le plus d'obligations de l'DSA. Et donc hier, effectivement, dans une des notes du Parlement, on nous demandait d'aller plus loin dans le contrôle de Telegram. Donc oui, effectivement, la volonté de contrôler toutes les plateformes via le DSA a été rappelée hier en début de plénière, puisque je rappelle qu'hier c'était la première plénière après la mise en place de von der Leyen au mois de juillet. Donc la stratégie est annoncée, puisque cette semaine, stratégie numérique, donc rappelée. Oui. Rappelons que Pavel Durov a été arrêté mais remis en liberté en France, mais sous caution, et il reste en France. Et rappelons aussi par rapport à ça, c'est intéressant, démocratie et protection, que dans sa lettre à Elon Musk, où il disait attention Elon Musk, si vous faites le malin, ça va aller très très mal pour vous. En fait, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais il finissait par dire mais tout ce que je dis là, c'est pour protéger le citoyen européen. Exactement. Mais oui, effectivement. C'est ça l'ironie du sort. Mais alors, pour le coup, nous aussi, nous sommes ironiques, puisque hier, nous avons débattu avec notre groupe pour le prix Sakharov. Vous savez qu'à chaque mandature, nous avons chaque année le prix Sakharov qui revient. Du savant, il faut rappeler qui était Sakharov, le savant soviétique, effectivement, qui avait été mis en prison, qui avait été en tout cas censuré, etc. Et donc toutes les valeurs de liberté, effectivement, il y a ce prix-là qui est soutenu par le Parlement. Et chaque année, chaque groupe politique présente un candidat. Et nous avons décidé encore cette fois, puisque nous considérons qu'une des valeurs fondamentales, c'est la liberté d'expression et de pensée, nous avons proposé Elon Musk au prix Sakharov. D'accord. Donc, s'il y a cette volonté effectivement de protéger et de continuer ce combat pour nos libertés, eh bien j'espère qu'ils soutiendront cette candidature. Ouais. Écoutez, on va en parler. Elon Musk au prix Sakharov, à mon avis, il ne sera pas mécontent, le brave Elon Musk. En tout cas, on suivra ça. On se retrouve avec vous, Virginie Geron, avec vous, auditeurs de Sud Radio, après cette toute petite pause. On continue à parler quelque chose qui nous concerne au premier chef. Ce qui se passe, encore une fois, à Bruxelles, à Strasbourg, à la Commission européenne, nous concerne quotidiennement, ne l'oubliez pas. Et avec Virginie Geron, députée européenne, nous continuons à égrener, à faire l'inventaire de cette nouvelle Commission européenne, encore une fois, notre pouvoir exécutif aussi, il faut le dire, pas en France mais en Europe, et c'est aussi important, au moins aussi important. Virginie Geron, je voulais aborder deux choses. D'abord, au niveau du budget, est-ce qu'on sait déjà, je parle du budget évidemment de l'Union européenne, est-ce que par rapport à ce qui se passe avec la crise de l'euro, avec la dédollarisation entre guillemets, etc., est-ce que comment est la température? Ça s'oriente vers quoi par rapport à les choses mondiales étant ce qu'elles sont et par rapport à l'économie de l'Europe? Évidemment, les pays ne sont pas tous les mêmes, loin de là, mais comment c'est perçu aujourd'hui?
Déjà, il y a un bilan puisque moi, je suis maintenant en commission contrôle budgétaire et il y a déjà une problématique, c'est l'attribution parce qu'ils avaient mis en place un projet résilience après la crise Covid, effectivement, avec des prêts, avec des engagements pour certains États pour relancer l'économie. Et on voit bien déjà qu'aujourd'hui, il y a un problème d'affectation des fonds. Donc ça, c'est mis déjà sur la table des négociations. Et puis effectivement, il y a une présentation du budget. Et c'est cette semaine d'ailleurs qu'il y aura cette présentation. Je crois que c'est même actuellement. Donc là, vous avez effectivement une présentation du budget, mais il n'y a pas d'austérité à venir. Au contraire, je crois que si on suit le rapport de Draghi, c'est encore plus d'endettement, puisqu'il annonce dans son diagnostic de l'Union européenne qui est en perte de compétitivité. C'est qu'il y a un manque de moyens, il y a un manque d'investissement, et donc ils en appellent au secteur financier de l'aide, et ce qui n'était pas du tout aujourd'hui dans l'Union européenne, vous savez, il n'y avait pas d'endettement, donc effectivement, ils poussent effectivement à rentrer dans ce schéma. Il parle d'endettement maintenant. Il ne parle pas du tout de se serrer la ceinture. Il ne parle pas de diminuer les dépenses publiques ou autres. L'endettement. Donc, il pense que c'est la bonne solution, notamment avec cette expérience durant la crise Covid, et ils veulent la renouveler. Donc, c'est ce qu'il annonce dans son rapport de 400 pages, 800 milliards d'euros par an pour relancer. Donc, ils appellent ça le nouveau plan Marshall. Mais qui dit endettement, dit aussi injecter 800 milliards d'euros, injecter 800 milliards d'euros par an. 800 milliards d'euros par an dans l'Union européenne, dans différentes postes, notamment en termes d'intelligence artificielle. Et c'est ce que nous avions effectivement vu, puisque le problème que nous avons en termes de compétitivité, nous sommes que des consommateurs finalement, et même des législateurs, parce qu'il n'y a plus de production en France. On est cannibalisé par la Chine ou les États-Unis. Donc effectivement, cette problématique, nous l'avons vu, puis cette dépendance avec les matières premières qui aujourd'hui nous met en porte-à-faux. On l'a vu avec les panneaux solaires. Donc effectivement, son bilan qu'il dresse sur l'état de compétitivité de l'Union européenne est dramatique. Il le dit, il l'a annoncé plusieurs fois. On est de plus en plus pauvre. C'est lui, il dit on est de plus en plus pauvre chaque année. Quand on a une maladie, il faut le dire aux patients. On a une société qui se rétrécit, donc c'est bien. Le diagnostic est plutôt réel. Mais la solution de s'endetter, jusqu'à quel moment? Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des nouvelles taxes? Puisque c'est aussi une problématique, c'est que l'Union européenne aujourd'hui veut plus de compétences pour taxer, pour récupérer des fonds, notamment la taxe sur les GAFAM, pour s'agrandir, pour prendre plus de compétences. Et mais ça, c'est bien la taxe sur les GAFAM, il faut le faire, non? Oui, mais c'est bien si c'est restitué aux États membres. Le problème, ce sont des taxes qu'ils captent au niveau de la Commission, et à partir du moment où ils captent ces commissions, c'est pour après les réaffecter pour, par exemple, intégrer pour un nouveau pôle de contrôle, d'enquêteurs, etc. C'est jamais pour le restituer aux États membres. Voilà, et pour faire baisser finalement la capacité de contribution des citoyens européens qui mettent de l'argent dans ce pot commun du budget de l'Union européenne. D'accord. Écoutez, à suivre tout cela, bien sûr. Et je voudrais un peu parler, c'est un commentaire d'une journaliste, Géraldine Vosner, qui a tweeté ceci: Europe du nucléaire en arrière toute, pour prendre en charge les portefeuilles stratégiques de l'énergie et de la transition écologique. Ursula von der Leyen choisit 2 antinucléaires notoires à camoufler pour la France. Est-ce vrai? Oui, c'est ce que effectivement, c'est Teresa Ribera qui apparemment sera nommée à ce poste. Et effectivement, quand on voit les commentaires, ça pose question. Mais là aussi, il y a une réalité qui fait que il y a un besoin, il y a une perte effectivement de compétitivité. Mais attention, pour l'instant, ce collège est en candidature. Ah oui, c'est ça. Donc, il n'est pas encore nommé, le collège. Il n'est pas encore nommé. Donc, pour l'instant, ce sont des noms. Il va y avoir des auditions. Et puis, d'ici leur présentation, et on l'a vu, il y a des groupes politiques qui ont refusé certaines candidatures. Donc voilà, c'est vrai que sur le papier, ça fait peur, et il a bien fait de le souligner, puisque nous, effectivement, si on veut d'autonomie énergétique, effectivement, il faut continuer à développer et surtout à protéger cette énergie nucléaire qui, je le rappelle, a été beaucoup décriée durant ces dernières années, mais qui, la réalité, nous ramène à reprendre ce dossier et à aider cette industrie. Mais effectivement, par cette nomination, ça pose question, mais ça sera notre rôle ici de tenser cette commissaire, de lui poser
poser toutes les questions et qu'elles soient claires, puisque on va voir aussi la présentation, puisque chaque commissaire devra présenter la feuille de route. Et c'est à partir de cette feuille de route qu'elle sera jugée et elle sera validée ou pas. Mais donc, si j'ai bien compris, les parlements peuvent, disons, dire non à tel ou tel commissaire. Si le vote est majoritaire. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il y a aussi un contrôle éthique, un contrôle pas politique, mais c'est vrai aussi, là on le voit, il y a certaines critiques contre le commissaire hongrois parce que il est issu de la politique de Viktor Orban. Ouais. Donc il y a effectivement des critiques politiques, mais au-delà de ces critiques, il y a aussi nous en termes de transparence, il y a un contrôle éthique. Un commissaire qui aurait eu parce qu'ils doivent présenter un CV, il y a un code de conduite aussi à tenir, et donc il y a ces auditions. C'est cela que ça permet de voir s'ils répondent finalement à cette éthique que la commission doit s'appliquer. Donc il y a eu quelques je vous dis des candidatures qui n'ont pas été jusqu'au bout au précédent mandat. Je ne les ai plus en mémoire, mais il y en a quelques-uns qui n'ont pas été validés par les parlementaires et dont je vous rappelle Sylvie Goulard où là c'était pire parce que elle avait été validée en amont par la commission et après, durant les auditions, par les parlementaires, donc les députés, elle n'était pas passée jusqu'au bout et donc elle a été recalée. Elle a été recalée, absolument. Et dites-moi alors, question plus personnelle, Virginie Geron, en 5 ans quand vous regardez et puis les prochaines 5 ans sont là, est-ce que c'est parce qu'on se pose tous des questions, on a tous, c'est l'auberge espagnole du fantasme, l'Europe pour le meilleur et pour le moins bon. J'allais dire, est-ce que c'est, comme disait Steinbeck, un combat douteux? Est-ce que c'est un combat qui est vraiment intéressant à suivre? Comment votre expérience de 5 ans, vous dites, est-ce qu'on a labouré la mer, comme disait Simon Bolivar, ou au contraire, le combat vaut vraiment la peine d'être mené en Europe, à chacun ayant effectivement ses partis pris au bon sens du terme? Honnêtement, je pense que ça en vaut la peine parce que, comme je l'ai dit, notre groupe a grossi. On est déjà une délégation qui est plus importante. Donc, les idées ont été reçues par une majorité de citoyens européens au-delà de la France. Je rappelle qu'on a été le groupe le plus important. On est maintenant une délégation française, 30 députés. Oui. Donc, le combat, on n'est plus seul à le mener. C'est vrai, quand on est isolé, quand on est un petit groupe ou quand on fait même pas partie d'un groupe, c'est difficile. Là, nous sommes la 3e puissance la plus importante avant même les macronistes. Donc, notre voix porte. Notre contrôle est là, est possible. Et oui, nous allons pousser à changer la tendance. Notre rôle, c'est de contrôler la commission. On l'a fait, on n'était qu'une petite poignée lors de la crise Covid, mais cette petite poignée a résisté. On a fait, je pense, un bon travail. Je le vois encore aujourd'hui. On est félicité. On a encore beaucoup de soutien. Et on était quoi? On était 5, 6. Donc là, on s'est agrandi. On voit que ces idées sont partagées par d'autres pays. La Hongrie nous a rejoints. On travaille avec les Slovaques qui ont été aussi au gouvernement. Donc ils ont vu effectivement ce qui n'allait pas. Et certains sont encore au gouvernement. Notamment avec Geert Wilders qui s'est agrandi durant les 5 ans. Donc, la Hollande, on voit bien, les Pays-Bas, oui. Voilà, les Pays-Bas. Donc, on voit bien que nous sommes plus seuls, nous sommes plus isolés. Donc, le combat, on le fait avec d'autres partenaires. Et ce contrôle que nous allons faire et que nous allons mener contre la Commission, on le voit bien, la stratégie, elle, par contre, elle change pas. Le diagnostic, il est posé, mais leur stratégie qui est mise en place depuis des années, parce que ce bilan désastreux, c'est eux qui l'ont mené à ce niveau. Le marché de l'électricité, c'est eux qui l'ont mis en place. Quand ils ont les délocalisations, ils ont laissé faire tout ça. Donc, la dépendance avec la Chine, l'Inde en matière de médicaments, ils ont laissé faire ça. Il y a jamais eu de protectionnisme. D'ailleurs, c'était un gros mot pour eux. D'ailleurs, moi, je l'ai vu durant le mandat précédent. Dès qu'on disait ça n'existe pas, on n'en veut pas. Voilà, ils en veulent pas. C'est un gros mot. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est les États qui le mettent en place, dont les États-Unis et la Chine, ils s'en sortent mieux que nous. Donc, on voit, et c'est ce qu'on va pousser, ils ont une stratégie qui est mondialiste, elle ne change pas, où ils veulent déraciner, où ils veulent que les Européens soient plus des consommateurs que des citoyens européens responsables et attachés à leurs traditions et qui veulent protéger leurs emplois. Et à leur patrimoine.
Virginie Geron, on va se retrouver juste après cette petite pause et on va parler effectivement, du conflit, du grand conflit, de l'éléphant dans la maison, la guerre Russie-Ukraine, où on en est. Et nous sommes toujours avec Virginie Geron, députée européenne, et nous allons parler évidemment, et nous allons finir l'émission là-dessus d'ailleurs, mais sur ce qui occupe l'Europe, et Dieu sait combien, la guerre Russie-Ukraine, hein, du mars 2022, nous sommes en septembre 2024, 2 mois et demi, et 2 ans et demi, et nous en sommes toujours, effectivement, on a l'impression qu'on va se battre jusqu'au dernier Ukrainien ou au premier Russe, je ne sais pas. Et en même temps, je reviens à Ursula von der Leyen, hein, la patronne, elle a toujours affiché, d'ailleurs elle l'a montré en allant à Kiev, en recevant Volodymyr Zelensky, elle a toujours affiché, et c'est son droit le plus strict, enfin, une volonté d'appuyer l'Ukraine et d'être absolument, complètement, du fait que l'Ukraine doit effectivement retrouver, en tout cas sinon la totalité, la quasi-totalité de son territoire. Il faut que la Russie soit amenée effectivement à récipiscence. Alors cette prise de position très très forte, Ursula, et puis d'un certain nombre effectivement de Joseph Borrell bien sûr aussi, est-ce qu'elle est toujours aussi forte, et elle est due à quoi à votre avis, Virginie Geron? Alors oui, elle est toujours aussi forte. Le soutien a été d'ailleurs rappelé hier en débat, puisque ça faisait partie aussi de l'ordre du jour de cette semaine. Donc un rappel que le Parlement, d'ailleurs le nom du dossier, c'est Pérennité du soutien financier et militaire des États membres de l'Union à l'Ukraine. D'accord. Donc un rappel, une piqûre de rappel à tous. Et toujours pareil, hein, c'est le début de la mandature, donc c'est les gros sujets les plus importants qui reviennent et qui donnent la tendance de cette mandature. Donc un rappel qu'il faut soutenir l'Ukraine, financier maintenant même, ils le disent, et militaire. La stratégie de soutien à l'Ukraine continue. Comme je l'ai dit en tout début d'émission, avec la nomination d'un nouveau commissaire à la défense, plein et entier, avec cet ancien député lituanien qui était chez nous déjà au précédent mandat, et avec pour mission effectivement d'aider l'Ukraine de manière avec comme dit financier, toujours ce volet, et maintenant militaire. Donc c'est vrai que on suit ce dossier mais alors justement, avec Virginie beaucoup de questions. Comme on entend, vous avez vu ces 2 derniers jours, on a dit qu'il y a des fusées à longue portée, peut-être pas les missiles qu'attendent les Ukrainiens, mais qui seraient partis, non pas de l'Ukraine, mais de Lettonie ou d'ailleurs. Je dis ça au conditionnel parce que il n'y a pas de... très prudent, faut être extrêmement prudent et pas dire, surtout dans une situation aussi explosive. Mais est-ce que il y a aujourd'hui l'idée de se dire comment on peut arrêter? Est-ce qu'on parle de négociations au Parlement européen? Négociations pour la paix en Ukraine, pour la paix dans cette région, où le mot négociation n'est pour le moment pas du tout abordé? Honnêtement, pas du tout abordé. Je n'ai jamais entendu ce terme, que ça soit dans toutes les interventions de nos collègues. Vous n'avez jamais entendu le terme négociation? À part nous, où effectivement c'est notre objectif de négociation et restaurer la paix quand même. Je pense que c'est quand même, ça serait l'issue de tout conflit. Non, là c'est comment financer l'Ukraine. C'est toujours, on est toujours dans cette stratégie, trouver des fonds, mobiliser des fonds, aider financièrement et maintenant militairement. Effectivement, avec ces petits, il y a des petites nuances. Il y a certains États qui ne veulent pas des missiles à longue portée. D'autres, ça leur pose pas de problème. Donc là, les négociations sont plutôt à ce niveau-là, mais pas du tout. La paix n'est pas du tout un mot qu'aujourd'hui le Parlement ni la Commission utilisent, et c'est déplorable. C'est déplorable. On a un auditeur du coup, parce qu'on a un auditeur, c'est Richard de Toulouse. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Oui, bonjour. En fait, j'avais une question concernant le financement. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est des empires de papier qui croulent ou qui sont assis sur une dette énorme, sur un trou béant. Comment concilier une aide financière de l'Ukraine avec des déficits énormes de nos pays, voire un risque de banqueroute à terme, puisque le Japon a vendu 9 milliards de dettes françaises récemment. Et je pense que les Français doivent se réveiller. Je pense qu'on doit remettre la finance là où on en a besoin. Et je voudrais avoir votre avis. Et les financements européens, en fait, c'est que des financements en fait des États.
Et donc la France est un grand bailleur de fonds aussi. Oui. Donc comment les Français peuvent agir pour sauver leurs hôpitaux, pour sauver leurs services publics, et entre parenthèses sauver leurs économies, hein. Bien sûr. Pour arrêter ce financement absurde, quoi. Ouais. Qui est Virginie, perdu. Ouais, merci Richard, c'est une question claire. Virginie Joron. Avec notre dette de 3300 milliards pour ne parler que de la France. Oui, oui, mais ça c'est un constat que nous avons tous fait et que nous subissons. Mais c'est pas dans l'énergie aujourd'hui de cette commission. Au contraire, ils estiment que c'est une belle cause et qu'il faut aider à tout prix, vraiment, et même à tout prix, même de l'endettement. L'Ukraine. Donc, pour le coup, il n'y a pas une politique d'austérité où il faut suivre un taux d'endettement qui doit être inférieur à 3%. Donc, effectivement, pour des causes dites qui dépassent finalement leur valeur, eh bien là, il n'y a pas de problème de bon ou mauvais père. Là, on peut dépenser sans compter, pas de problème. Ses comptes, effectivement. Donc c'est vrai que, voilà, on le voit bien, l'état catastrophique de la France avec l'endettement, vous l'avez rappelé, de 3300 milliards. Eh bien, l'Union européenne, qui pour le coup jusqu'à présent ne rentrait pas dans cette logique d'endettement, eh bien, elle ouvre effectivement cette porte. Donc ça laisse présager effectivement cette dérive. On l'a vu avec l'épisode de la gestion de la crise Covid où ils ont commencé les emprunts et on voit que la France va perdre beaucoup puisqu'elle va commencer aussi à payer plus sa dette que son emprunt puisque ça nous lie jusqu'en 2050. Donc on part dans cette même logique où parce que ce sont des dossiers qui ont des valeurs supérieures à la logique comptable, eh bien cela va engager la Commission mais effectivement aussi la France. Eh bien, écoutez, merci Virginie Joron. On va suivre de dérive en dérive. On va essayer de voir qui pourront stopper les dérives. Et nous, on se retrouve demain.